vérité, le droit et la justice. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous montrer un document. Vous savez, si vous avez déjà regardé mes chaînes, mes vidéos sur ma chaîne Canal Jack, eh bien, je montre toujours des documents à l'appui de ce que je dis. Parce que quand je dis quelque chose, c'est vrai et je peux le prouver. Il est possible, évidemment, quand je dis quelque chose, que je me trompe. Et dans ce cas-là, si quelqu'un me prouve que je me suis trompée, je rectifie mon erreur. Je m'excuse et je rectifie mon erreur. Et lorsque il y a des choses que je ne sais pas exactement ou que je ne peux pas prouver précisément, eh bien, dans ce cas-là, je le précise. Je dis, c'est mon opinion, mais je ne peux pas en apporter des preuves. Mais lorsque je dis quelque chose, je l'affirme et que je sais que je peux le prouver, eh bien, je montre à l'écran les documents. Donc, je vais vous montrer un document qui concerne justement la convocation à laquelle que j'ai reçue hier, et je suis convoquée pour samedi 19 août 2023 à la gendarmerie de la commune de Mourmelon-le-Grand dans la Marne. Donc, c'est un document, celui que vous voyez à l'écran, c'est un document que j'ai reçu hier après-midi en main propre de la part de l'adjudant-chef Fabien Baudier, et j'étais en compagnie de mon amie et témoin Vanessa Mottier-Curie. Et donc, ce document m'a été remis en main propre à 16h20 environ. Donc, ce document mentionne que je suis accusée. Alors, je ne sais pas encore par quelle personne, si c'est une personne ou plusieurs personnes, et je ne connais pas leur identité. Je connaîtrai leur identité samedi à 8h30, lorsque j'entrerai dans la gendarmerie pour commencer mon audition libre. Donc, je suis accusée, premièrement, de dénonciation calomnieuse. Deuxièmement, de menaces, violences ou actes d'intimidation envers un chargé de mission de service public pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, là il y a un mot qui a été omis, pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa mission. Et troisièmement, je suis accusée de harcèlement moral, c'est-à-dire propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail pouvant attenter au droit, à la dignité, à la santé ou à l'avenir professionnel d'autrui. Voilà. Donc, il y a 3 chefs d'accusation contre moi. Cela, je l'ai appris mardi, avant-hier, donc mardi 15 août 2023. J'ai reçu un coup de téléphone d'une gendarme de cette caserne de Mourmelon-le-Grand. La gendarme s'appelle Léa Schneider et au téléphone, elle m'a dit que elle avait besoin que je vienne être auditionnée parce que j'étais accusée de harcèlement moral. Donc, j'ai immédiatement rappelé, d'abord j'ai rappelé la gendarmerie de Mourmelon-le-Grand pour avoir plus de précision. Et donc, j'ai pu avoir un entretien direct avec l'adjudant-chef Fabien Baudier, qui est responsable de la caserne de gendarmerie de Mourmelon-le-Grand. Cet entretien a été très courtois et M. Baudier m'a expliqué que donc un dossier venait de leur être transmis. Donc, cela veut dire que le dossier a été transmis à la gendarmerie de Mourmelon-le-Grand le mardi matin, 15 août 2023, un jour férié, et il a bien sûr été transmis, je suppose qu'il a été transmis de la part du parquet de Châlons-en-Champagne. Donc, je suis accusée de ces 3 délits, et donc je suis convoquée pour une audition libre le samedi 19 août à 8h30. Alors, une audition libre, c'est ce que vous avez en haut, c'est-à-dire l'article 61-1 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire que je me rends dans la gendarmerie en toute liberté, je peux me taire, je peux répondre aux questions qui me seront posées et je peux partir à tout moment, librement. Voilà, c'est ça une audition libre. D'accord ? Donc, je vais me rendre bien sûr à cette convocation pour connaître l'identité de la ou des personnes qui m'accusent de ces 3 délits. Alors, je voudrais vous expliquer dans ce message la possibilité les risques potentiels de cette audition libre et l'identité possible de la personne ou des personnes qui m'accusent. Alors, il est possible qu'il y ait une seule personne. Et cette seule personne, c'est le DRH, directeur des ressources humaines du rectorat de Reims, Cyril Bourgerie. C'est un personnage que j'ai rencontré en personne le 21 septembre 2018 à Reims, au rectorat, et j'étais accompagnée de mon avocate, Alice Lerat.
Donc, cet individu est arrivé au rectorat de Reims au printemps 2018 et il a pris la succession d'une autre directrice des ressources humaines qui s'appelait Delphine Viau-Le Gouda et qui avait participé donc à partir de 2016 avec la rectrice d'académie Hélène Incel, qui avait donc participé aux premières salves de l'entreprise de harcèlement moral contre moi. Donc Cyril Bourgerie, je l'accuse depuis 2019, je l'accuse de partialité dans le conseil de discipline qui a été organisé dans mon dos par la rectrice d'académie Hélène Incel et qui s'est tenu le mardi 21 mai 2019. Et j'accuse le DRH Cyril Bourgerie d'une partialité flagrante dans ce conseil de discipline. Et je l'accuse aussi, je vais vous montrer le document, je l'accuse aussi d'avoir commis un faux et usage de faux. Alors, est-ce que c'est ce courrier-là? Oui, c'est ça. Donc, je l'accuse aussi d'avoir fait un faux et usage de faux dans mon dossier administratif. Alors, tout ce que je vous dis là, tout ce que je vais énoncer dans cet enregistrement, eh bien, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà écrit et je l'ai déjà montré dans les vidéos de ma chaîne Canal Jack. Et je l'ai écrit dans des courriels, dans des plaintes pénales et dans des mémoires de mes recours administratifs. Et donc, je l'ai déjà dit en public, en privé, enfin voilà. Donc, ça n'a rien de nouveau et surtout, je l'ai toujours prouvé. Tout ce que je dis, je le prouve avec des documents. Donc, j'accuse Cyril Bourgerie d'avoir manipulé frauduleusement mon dossier individuel de fonctionnaire d'État entre les mois de mars 2019 et mai 2019, c'est-à-dire dans les semaines qui ont précédé le conseil de discipline du 21 mai 2019. Donc, je l'accuse d'avoir ordonné, je ne sais pas s'il l'a fait lui-même ou s'il a dit à quelqu'un de le faire, eh bien, d'avoir ordonné que à la page côté 737 de mon dossier administratif, soit agrafés des documents qui étaient antérieurs, premièrement, et qui, deuxièmement, n'avaient jamais été versés à mon dossier administratif. Cela constitue un faux, c'est-à-dire qu'il manipule mon dossier, il ajoute des documents sans m'en avertir et surtout sans respecter l'ordre chronologique, puisque dans un dossier individuel de fonctionnaire, les documents qui sont versés dans le dossier administratif sont versés de façon chronologique. Or, les documents dont il s'agit, les documents qui ont été agrafés a posteriori et dans mon dos entre mars et mai 2019, ce sont des documents qui datent de 2013, alors que la page 737, elle, date du 21 octobre 2016. Et encore une fois, ces documents, je n'ai pas le temps de vous les montrer à l'écran, mais je les ai déjà montrés à l'écran dans les vidéos qui parlent de ce délit commis par Cyril Bourgerie. Et deuxièmement, je l'accuse aussi d'avoir fait un faux intellectuel, c'est-à-dire que le matin du conseil de discipline, le mardi 21 mai 2019, eh bien, moi, ni mon avocate, qui s'appelle Alice Lerat, n'étions présentes parce que il n'y avait pas eu, dans les semaines précédentes, le conseil de discipline, nous n'avions pas reçu plusieurs documents administratifs auxquels j'ai droit, et donc cela viole la procédure disciplinaire, cela viole le principe du contradictoire, et donc nous avions demandé le report du conseil de discipline. Et nous avions aussi demandé le report du conseil de discipline parce que le conseil était donc prévu pour le mardi 21 mai, et ce n'est que le 15 mai ou le 16 mai, je ne sais plus, que mon avocate à Paris a reçu un colis postal, deux grosses enveloppes qui contenaient 229 pages d'un prétendu dossier disciplinaire. Sachant que ce dossier disciplinaire de 229 pages, eh bien, je n'en connaissais pas 70%. Parce que 70% de ces 229 pages n'étaient pas dans mon dossier administratif, ce qui, là encore, est contraire à la réglementation concernant la gestion des dossiers individuels. C'est-à-dire que dans un dossier disciplinaire, il doit y avoir des pièces qui sont déjà dans le dossier administratif de la fonctionnaire. Ou plutôt, si vous prenez l'inverse, il y a le dossier administratif de la fonctionnaire qui doit comprendre tous les documents, d'accord ? Et pour faire un conseil de discipline,
on prend du dossier administratif, on prend certains documents, on extrait certains documents et ça va former le dossier disciplinaire. Donc là, ça n'était absolument pas le cas. Et mon avocate avait reçu les 229 pages, 5 jours ou 6 jours avant le conseil de discipline. Et étant donné que ces 229 pages, elle a déjà pris toute une journée pour les numériser et me les envoyer à moi par courriel pour que j'en prenne connaissance. Donc moi, je n'en ai pris connaissance que le vendredi 17 mai 2019. Donc j'avais 4 jours pour en prendre connaissance, sachant que ce que j'ai découvert, ça a fait l'effet d'un coup de massue sur la tête. Et bien donc, on a rétorqué que on n'avait pas le délai raisonnable pour pouvoir examiner ces pièces et pour pouvoir les réfuter. Mais le matin du 21 mai 2019, le directeur des ressources humaines, Cyril Bourgerie, a fait un énorme mensonge devant le conseil de discipline, devant les 37 autres membres du conseil de discipline, c'est-à-dire qu'il a affirmé que le dossier de Madame Chassard était complet et que cela avait été vérifié par un huissier de justice. Cette affirmation se trouve à la page 4 du procès-verbal de ce conseil de discipline du 21 mai 2019, procès-verbal qui est daté du 27 mai 2019 et que je n'ai finalement obtenu que le 2 septembre 2019. Donc, c'est un mensonge qui est avéré. Alors, pourquoi c'est un mensonge? Parce que le 13 février 2019, quand j'avais consulté moi-même mon dossier administratif avec mon amie Vanessa Moutier-Curie, celle-là même qui m'a accompagnée hier à la gendarmerie de Montmelon, eh bien, nous avions constaté qu'il manquait une trentaine de pages dans mon dossier. Donc, c'était un dossier incomplet. Et un dossier de fonctionnaire d'État incomplet, cela prouve la carence du service qui est chargé de gérer ces dossiers, c'est-à-dire la direction des ressources humaines du rectorat de Reims. Deuxièmement, cette absence d'une trentaine de pièces avait été confirmée un mois plus tard par une huissière de justice. C'est moi qui, le 13 mars 2019, ai confié à l'huissière de justice Nathalie Larcher, qui exerce à Vitry-le-François dans la Marne. Donc, je lui ai confié un énorme carton contenant 1166 pièces photocopiées de mon dossier administratif, 1166 pièces qui m'avaient été envoyées par colis postal par le DRH Cyril Bourgerie. Donc, j'ai confié ce colis fermé à l'huissière de justice et c'est l'huissière de justice qui l'a ouvert elle-même et elle a constaté plusieurs choses dans les pièces qu'elle a regardées et notamment, elle a constaté qu'il y avait donc 32 pages qui étaient manquantes. Donc, le 13 février 2019, moi-même et une témoin, nous constatons qu'il y a une trentaine de pièces qui manquent et un mois plus tard, le 13 mars 2019, j'ai un constat d'huissier qui dit que oui, il y a 32 pages qui sont manquantes. Alors, je voudrais bien qu'on m'explique comment cela se fait que entre le 13 mars 2019 et le 21 mai 2019, comment ça se fait que les 32 pages manquantes aient pu être retrouvées, peut-être, pour que Cyril Bourgerie affirme que le dossier était complet. Donc, si Cyril Bourgerie, dans l'intervalle, avait retrouvé les 32 pages, il aurait dû m'en informer. Et s'il ne l'a pas fait, eh bien, c'est un vice de procédure, parce que c'est une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense. Deuxième possibilité, le dossier était toujours incomplet à la date du 21 mai 2019, c'est-à-dire que Cyril Bourgerie n'a pas retrouvé les 32 pages manquantes, et dans ce cas-là, il a menti effrontément lors du conseil de discipline, pour empêcher le vote du report du conseil de discipline. Et donc, s'il a menti, eh bien, cela constitue en soi une preuve de sa partialité à mon encontre, et donc c'est un vice de procédure. Et de plus, j'appelle un faux intellectuel le fait que ce mensonge ait été écrit dans le procès-verbal daté du 27 mai 2019. Le fait que ce soit écrit noir sur blanc, j'appelle ça un faux intellectuel parce que, selon l'article du Code pénal sur le faux et usage de faux, un faux intellectuel, c'est l'altération de la vérité qui est écrite dans un document officiel, dans un document administratif. Mais alors, me direz-vous,
comment êtes-vous sûr que c'est bien Cyril Bourgerie qui, le 21 mai 2019, a affirmé ce mensonge sur la soi-disant complétude de votre dossier? Eh bien, logiquement, c'est lui, et ça ne peut être que lui. Pourquoi? Parce que dans le procès-verbal, il est écrit que un membre de l'administration prend la parole et affirme que le dossier est complet et que cela a été vérifié par l'huissier. Voilà. Donc, le seul membre de l'administration qui est à la responsabilité et qui a la légitimité pour parler de mon dossier administratif, c'est le directeur des ressources humaines, Cyril Bourgerie, parce que c'est le service des ressources humaines du rectorat de Reims qui a la responsabilité de gérer les dossiers individuels des fonctionnaires d'État qui sont employés par cette académie. C'est aussi simple que ça. Et la personne qui a dit cela ne peut pas être un autre membre de l'administration qui était le président du conseil de discipline, parce que cet individu, le président du conseil de discipline, s'appelait Vincent Philippe, c'était le secrétaire général de l'Académie de Reims, et dans tout le procès-verbal, il est appelé le président de la CAPA, c'est-à-dire le président de la commission disciplinaire. C'est comme ça qu'il est dénommé dans tout le procès-verbal. Donc, puisque ce n'est pas lui, en tant que président de la commission disciplinaire, qui a proféré ce mensonge, puisque c'est un membre de l'administration, eh bien, cela ne peut être que Cyril Bourgerie, qui était présent, bien sûr, à ce conseil de discipline, parce que c'est lui qui a la légitimité et qui a la responsabilité de la tenue de mon dossier administratif. Dernier mensonge, enfin, dernière preuve que cette affirmation était un mensonge. Donc, Cyril Bourgerie, en tant que responsable, encore une fois, du service qui est chargé de la gestion des dossiers individuels des fonctionnaires d'État employés par l'Académie de Reims, Cyril Bourgerie a dit que la complétude, la soi-disant complétude de mon dossier administratif avait été vérifiée par l'huissier. Donc, il sous-entend, lorsqu'il dit cela face aux 37 autres membres du conseil de discipline, il sous-entend qu'il a fait venir au rectorat de Reims un huissier de justice qui a vérifié que mon dossier était parfaitement complet et qu'il n'y avait aucune page manquante. Quand il dit cette phrase-là, pour les gens qui l'écoutent, cela veut dire ça. Et donc, lorsque j'ai eu en main, le 2 septembre 2019, lorsque j'ai eu en main le procès-verbal du conseil de discipline et que j'ai vu cet énorme mensonge, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai demandé au rectorat de Reims, Bourgerie bien sûr, avec le recteur en copie, avec le secrétaire général de l'Académie, etc., avec en copie, bien sûr, les gens de la direction des affaires juridiques du ministère de l'Éducation nationale et de la direction générale des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale. Donc, j'ai demandé, à partir du 11 octobre 2019, qu'on me communique ce prétendu constat d'huissier qui aurait prétendument vérifié la prétendue complétude de mon dossier administratif. Donc, je n'ai cessé de demander cela à partir d'octobre 2019. Et bien sûr, vous vous en doutez, si vous avez déjà regardé mes vidéos, eh bien sûr, je n'ai jamais eu ce constat d'huissier. Et le 16 juin 2022, j'ai eu la confirmation d'une possibilité, c'est-à-dire qu'il y avait deux possibilités, soit le constat d'huissier existait, mais le rectorat ne voulait pas me le donner, soit le constat d'huissier n'existait pas. Eh bien, c'est la deuxième possibilité qui s'est révélée vraie, puisque le 16 juin 2022, j'ai reçu un mémoire en défense du ministère de l'Éducation nationale. Le document était rédigé par une employée, une chef de bureau de la direction des affaires juridiques du ministère de l'Éducation nationale, qui s'appelle Audrey Gazi-Facre. Et cette bonne dame écrivait noir sur blanc que le constat d'huissier qui avait été mentionné le matin du conseil de discipline du 21 mai 2019 n'était autre que celui que Madame Chassard avait fait elle-même établir. Ce qui veut dire qu'il n'existe pas de constat d'huissier qui vérifie et qui atteste la complétude de mon dossier. Ça n'existe pas. Parce que le constat d'huissier que j'ai fait établir le 13 mars 2019 par l'huissière de justice Nathalie Larcher, exerçant à Vitry-le-François dans la Marne, ce constat atteste explicitement de l'incomplétude de mon dossier, puisqu'il manquait à cette date au minimum 32 pages.
Voilà. Donc, c'est de cela que j'accuse Cyril Bourgerie. Comme vous le voyez à l'écran, j'ai porté plainte contre lui officiellement auprès du procureur de la République à Reims, qui, à la date du 20 juillet 2023, s'appelait M. Mathieu Bourrette, mais comme il doit quitter ses fonctions, je ne sais pas qui l'a remplacé à l'heure actuelle. Donc, M. Mathieu Bourrette a reçu le 24 juillet 2023, ah ben vous voyez, là j'ai fait une erreur, donc le 24 juillet 2023, il a reçu mon courrier recommandé, et donc il a reçu ma plainte pénale. Et évidemment, lorsque j'ai vu qu'il avait accusé réception, eh bien je lui ai envoyé un courriel, ou plutôt je lui ai envoyé 4 courriels avec plusieurs pièces jointes, 6 pièces jointes qui prouvent mes allégations. Et donc, vous avez ici à l'écran le texte du courriel que j'ai envoyé le 24 juillet 2023 au procureur de la République à Reims à l'appui de ma plainte contre Cyril Bourgerie pour faux et usage de faux. Et donc, je lui ai envoyé 6 pièces jointes. Voilà. Et là, vous avez tout en bas la première et seule notification de lecture que j'ai eue de la part du secrétariat du procureur de la République à Reims. Voilà. Donc, inutile de vous dire que depuis le 24 juillet 2023, nous sommes presque à 1 mois, eh bien, pour l'instant, je n'ai aucune nouvelle. C'est-à-dire que, pour l'instant, M. Mathieu Bourrette n'a pas décidé de convoquer M. Cyril Bourgerie pour qu'il réponde de mes accusations et pour qu'il infirme mes accusations ou qu'il démolisse mes preuves. Voilà. Pour l'instant, M. Bourgerie, il est tranquille, personne ne l'a convoqué. Donc, comme je vous le disais, je pense possible que pour ce qui est du premier chef d'accusation contre moi, c'est-à-dire, je vous remontre le document dénonciation calomnieuse, je pense qu'il s'agit de Cyril Bourgerie qui dit, voilà, Madame Chassard porte plainte contre moi auprès d'une autorité judiciaire et en plus, elle m'a dénoncé par des courriels à partir du 5 juillet, elle m'a dénoncé auprès de ma hiérarchie, c'est-à-dire auprès du rectorat de Reims, auprès du rectorat de la région académique du Grand Est et auprès du ministère de l'Éducation nationale. Donc, elle a mis en place publique son accusation de faux et usage de faux contre moi. Et moi, Cyril Bourgerie, j'estime qu'elle me dénonce et qu'elle me calomnie. Voilà. Donc, si c'est bien Cyril Bourgerie qui porte plainte contre moi pour dénonciation calomnieuse, je ne vois pas d'autre motif de sa plainte. C'est-à-dire qu'il dit, ben voilà, ce dont m'accuse Madame Chassard, c'est faux. Mais dans ce cas-là, ce que je demanderai samedi, c'est est-ce que M. Bourgerie a apporté des preuves que ce dont je l'accusais était faux? C'est-à-dire, est-ce que M. Bourgerie apporte la preuve que, premièrement, à la date du conseil de discipline, mon dossier était complet? Et s'il en apporte la preuve, eh bien, il aurait dû me donner cette preuve, déjà. Il aurait dû me donner les 32 pages manquantes ou m'informer qu'il avait retrouvé les 32 pages manquantes avant le conseil de discipline du 21 mai 2019. Or, ces 32 pages manquantes ne figuraient pas dans le dossier disciplinaire que mon avocate a reçu, le 15 ou le 16 mai 2019. Et si Cyril Bourgerie avait effectivement retrouvé les 32 pages manquantes et si mon dossier administratif était effectivement complet le 21 mai 2019, eh bien, je ne vois pas pourquoi, depuis 2019, le rectorat de Reims et l'actuel recteur de Reims, Olivier Brandouis, refusent de me laisser consulter mon dossier administratif pour que justement j'ai la preuve que mon dossier est bien complet. Voilà. Donc, soit Cyril Bourgerie a retrouvé les 32 pages manquantes et mon dossier était complet. Dans ce cas-là, qu'il m'en apporte la preuve aujourd'hui, parce que s'il ne peut pas en approuver la preuve, eh bien, j'ai raison. C'est aussi simple que ça. Et deuxièmement, si M. Bourgerie dit que je mens, que j'accuse une chose fausse, quand je l'accuse d'avoir manipulé frauduleusement la page 737 de mon dossier administratif, eh bien, qu'il en apporte la preuve. C'est-à-dire qu'il apporte la preuve qu'il n'y a aucun document agrafé à la page 737. Donc, je répète que la page 737 est datée du 21 octobre 2016. J'en ai bien sûr la copie.
et qu'il apporte la preuve, Cyril Bourgerie, que jamais aucun document n'a été agrafé à cette page 737 après ma dernière consultation avec l'huissière de justice le 13 mars 2019. Et qu'il apporte aussi la preuve que lorsque la secrétaire générale d'Académie, Sandrine Conant, toujours actuellement secrétaire générale de l'Académie de Reims, lorsque Sandrine Conant rédige le 6 juillet 2020 un mémoire en défense destiné à la Cour administrative d'appel de Nancy et qu'elle écrit à la page 4 que à la page 737 du dossier administratif de Mme Chassard, plusieurs documents ont été joints par agrafage et notamment 2 rapports du principal du collège de Dreux où exerçait Mme Chassard en 2013, 2 rapports de Thierry Vibert qui datent l'un du 26 juin 2013 et l'autre du 16 octobre 2013. Pourquoi Mme Sandrine Conant a-t-elle écrit cela dans un mémoire destiné à des juges administratifs de la Cour administrative d'appel de Nancy? Et l'a-t-elle écrit le 6 juillet 2020? Donc, soit Mme Conant raconte n'importe quoi, mais alors elle ment à des juges administratifs, donc c'est quand même grave, soit elle pense dire la vérité. Mais dans ce cas-là, cela veut dire que quelqu'un lui a donné cette information fausse et mensongère qu'à la page 737, il avait été agrafé 2 rapports de Thierry Vibert du 26 juin et du 16 octobre 2013. Donc, dans l'un et l'autre cas, Mme Sandrine Conant et, à travers elle, le rectorat de Reims sont fautifs. C'est aussi simple que ça. Donc, j'attends de voir samedi, lorsque je serai à la gendarmerie de Montmelon-le-Grand, j'attends de voir si, premièrement, c'est bien Cyril Bourgerie qui m'accuse de dénonciation calomnieuse, et j'attends de voir si, oui ou non, il a apporté des preuves que ce que je disais et ce dont je l'accusais, et je n'accuse pas que aujourd'hui, je l'accuse de ça depuis 2019 et depuis 2021. Donc, je verrai bien s'il a apporté la preuve que ce que je disais était faux. S'il n'a pas apporté la preuve, eh bien, la plainte pour dénonciation calomnieuse tombe d'elle-même. Voilà, tout aussi simple que ça. Deuxième chef d'accusation, menace, violence ou acte d'intimidation envers un chargé de mission de service public pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, donc encore une fois, il y a un mot qui a sauté, pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa mission. Alors, quand j'ai vu ce chef d'accusation, il y a, je pense, je peux me tromper évidemment, hein, tout ce que je vous dis là, c'est mon opinion personnelle, alors que je ne suis pas sûre du tout de l'identité de ces personnes. Donc, je pense qu'il peut s'agir de 2 personnes. Il peut s'agir de Cyril Bourgerie, il peut s'agir du recteur de l'Académie de Reims, Olivier Brandouis, ou il peut s'agir du juge qui fait partie de la Cour administrative d'appel de Nancy, qui s'appelle Éric Mess. Pourquoi? Parce que, à ce que je sache, depuis que j'ai commencé mon opération Stop au déni de justice au début juin 2023, à ce que je sache, il n'y a que 2 personnes que j'ai sommées d'accomplir un acte de leur mission, un acte qui relève de leur mission. Il n'y a que 2 personnes. Il y a premièrement le juge Éric Mess de la Cour administrative d'appel de Nancy, qui est chargé d'instruire depuis le 2 septembre 2021 mon recours en excès de pouvoir contre la première révocation qui a été prononcée par l'ex-ministre Blanquer le 5 août 2019, à la suite du conseil de discipline du 21 mai 2019. Donc, Éric Mess est chargé d'instruire ce recours, mais depuis septembre 2021, il ne fait rien pour instruire, c'est-à-dire pour chercher la vérité. Il ne fait rien et surtout, il ne fait pas ce que je lui demande. Il refuse de faire ce que je lui demande, c'est-à-dire de prendre 2 simples mesures d'instruction pour établir la vérité et pour vérifier mes allégations et mes accusations contre le rectorat de Reims. Donc, le juge Éric Mess refuse, d'une part, d'ordonner au rectorat de Reims de respecter mon droit légal et constitutionnel d'accès aux documents administratifs en me communiquant 14 documents administratifs que je demande pour le plus ancien d'entre eux depuis le 11 septembre 2018. Donc, le juge administratif refuse d'ordonner cela au recteur de l'Académie de Reims, Olivier Brandouis, alors que c'est mon droit légal et constitutionnel d'avoir accès à ces documents administratifs. Et deuxièmement, le juge Éric Mess refuse d'ordonner au recteur de Reims de me laisser consulter mon dossier administratif pour la 6e fois, accompagné de la personne de mon choix,
pour vérifier si oui ou non mon dossier est bien complet et si oui ou non il y a bien des documents qui ont été agrafés dans mon dos à la page 737 de mon dossier administratif. Le juge, Éric Mestre, refuse de prendre les mesures d'instruction qui sont en son pouvoir pour vérifier ce que j'affirme et pour arriver à la vérité des faits. Il le refuse. Alors évidemment, il ne refuse pas par écrit, il ne m'écrit pas, Madame Chassard, j'en ai rien à faire de vos demandes, je ne les prendrai pas ces 2 mesures d'instruction parce que j'ai reçu la consigne de protéger le rectorat de Reims. Évidemment que M. Éric Mestre n'écrit pas cela. D'accord? Donc, M. Éric Mestre, tout simplement, il fait silence et il continue à ne rien faire. Voilà. Et donc, ce que j'ai fait pour sommer le juge Éric Mestre d'accomplir un acte qui fait partie de sa mission de juge administratif, notamment, normalement impartial. Donc, ce que j'ai fait le 9 juin 2023, donc vous le voyez à l'écran, c'est une sommation interpellative que je lui ai fait délivrer par une huissière de justice à Nancy. Donc, cette huissière de justice, Maître Cobb, s'est présentée à la Cour administrative d'appel de Nancy le vendredi 9 juin 2023 et elle a été reçue par une agente du greffe de la Cour d'appel. Et donc, l'agente du greffe a reçu la sommation et l'a immédiatement enregistrée dans la procédure de mon recours contre la première révocation de 2019. Et malheureusement, ou plutôt c'était à prévoir, eh bien, monsieur Éric Mestre a été, donc ce que je vais vous montrer quand même dans la sommation, c'est la fin, c'est-à-dire que je le somme de prendre les 2 mesures d'instruction dont je vous ai déjà parlé, c'est-à-dire, voilà, je le somme de prendre les 2 mesures d'instruction suivantes. Premièrement, enjoindre M. Olivier Brandouille, recteur de l'Académie de Reims, de communiquer les 14 documents administratifs que je demande en vain depuis 5 ans. Et puis, je demande aussi que le juge Éric Mestre enjoigne M. Olivier Brandouille de me laisser consulter mon dossier administratif afin que je constate si oui ou non il était complet et s'il est toujours complet, et que je constate si oui ou non il y a des documents agrafés à la pièce 734. Voilà. Donc ça, c'est la sommation interpellative que j'ai faite délivrer par voie d'huissier à Éric Mestre le 9 juin 2023. Et la réponse qui a été répondue à l'huissière de justice, c'est « il sera répondu ultérieurement ». Voilà. Alors, je peux d'ores et déjà vous dire que pendant 3 semaines, eh bien, M. Éric Mestre n'a pas répondu à cette sommation parce que je pense qu'il ne s'était même pas aperçu qu'elle avait été versée dans la procédure. Et puis, le 29 juin 2023, eh bien, M. Éric Mestre a décidé arbitrairement, alors qu'il avait le dossier en main depuis presque 2 ans, depuis le 2 septembre 2021, donc il a décidé de clôturer l'instruction de mon recours. Voilà. Et évidemment, sans prendre les 2 mesures d'instruction que je lui demande de prendre. Voilà. Donc, il a décidé de clôturer cette instruction au 17 juillet 2023. Et lorsque j'ai découvert cela, eh bien, j'ai immédiatement riposté par plusieurs courriels d'interpellation et j'ai mis en copie de ces courriels ses collègues de la Cour d'appel administrative de Nancy, et notamment sa chef, c'est-à-dire la présidente de la Cour d'appel qui s'appelle Madame Sylvie Favier. J'ai aussi mis en copie ses collègues du tribunal administratif de Châlons-Champagne. J'ai mis en copie 20 membres du Conseil d'État et j'ai mis en copie des journalistes au cas où il y en aurait 1 ou 2 qui feraient honneur à sa mission d'investigation. Donc, j'ai mis aussi des journalistes de Meurthe-et-Moselle. Voilà. Et donc, ça s'est terminé par le fait que je n'ai plus entendu parler de M. Éric Mestre et que, pour l'instant, il n'a pas fixé d'audience publique pour justement m'entendre l'accuser publiquement de déni de justice. Mais ce que j'ai fait à la place, c'est que j'ai porté plainte au pénal contre lui, de la même façon que j'avais porté plainte au pénal contre le DRH Cyril Bourgerie. Le 20 juillet 2023, auprès d'un procureur, d'un autre procureur, mais cette fois-ci à Nancy, puisque M. Éric Mestre exerce à Nancy. Donc, le nouveau procureur de la République à Nancy s'appelle M. François Capin-Dulost. Et donc, le 20 juillet 2023, je lui ai adressé un courrier recommandé qui a été distribué le 24 juillet 2023, donc presque un mois, depuis presque un mois. Et donc, je lui explique que je dépose plainte contre M. Éric Mestre pour, premièrement, dol,
dol. Donc, dol, ça veut dire qu'on cause un préjudice à quelqu'un. Donc, le fait que M. Éric Meiss ne fasse rien depuis 22 mois, ne fasse rien dans l'instruction de mon dossier alors qu'il en a le pouvoir, alors qu'il en a le devoir et alors que je le lui demande à maintes reprises, cela me cause un préjudice. Parce que, je ne le dis pas souvent, mais maintenant je vais le dire à chaque fois, ça fait depuis 2 ans que je n'ai aucun traitement de la part de l'Éducation nationale. J'ai 0 € par mois pour subvenir à mes besoins. Et si je peux subvenir à mes besoins, c'est parce que il y a presque 3 ans, j'ai ponctionné une partie de mon assurance vie et donc c'est avec cela que je survis frugalement. Donc, cela me cause un préjudice certain que le juge Éric Meiss ne fasse aucune instruction correcte et impartielle de mon recours depuis 22 mois. Voilà, ça c'est le dol. Je l'accuse aussi de déni de justice. Parce que le déni de justice, eh bien, depuis la loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, le déni de justice pour un juge consiste à ne pas répondre aux requêtes, Donc, je suis une requérante, je lui adresse une requête et il ne répond pas, il ne fait rien. Et il néglige de juger les affaires en état d'être jugées. Donc, si le juge Éric Meiss prenait les 2 simples mesures d'instruction que je lui demande de prendre, eh bien, en 1 semaine, c'est plié. C'est-à-dire, si j'ai en ma possession, et évidemment, le juge les aura aussi, parce que, évidemment, que le juge, c'est ce qu'il devrait faire pour pouvoir juger en toute impartialité. Il devrait demander les documents au rectorat pour les avoir lui-même, d'accord? Donc, à partir du moment où moi, j'ai les documents administratifs, les 14 que je demande, et à partir du moment où le juge les a, eh bien, j'ai la preuve de l'intention de nuire et du harcèlement moral orchestré par la rectrice de Reims, Hélène Incel, par la principale Valérie Richard du collège de Suippes et par le DRH Philippe Bourgerie. C'est pour ça, évidemment, que le rectorat de Reims me refuse ces documents. Et à partir du moment où j'aurai consulté mon dossier administratif et que j'aurai la preuve, premièrement, que mon dossier était effectivement incomplet à la date du conseil de discipline du 21 mai 2019 et qu'il y a eu manipulation frauduleuse de la page 737 de mon dossier administratif dans l'intention de me charger et de dresser de moi un portrait encore plus caricatural, à partir du moment où j'ai cette preuve, eh bien, le juge Éric Meiss n'a qu'une seule chose à faire, il n'aura qu'une seule possibilité, c'est de déclarer que le conseil de discipline du 21 mai 2019 est vicié, et donc qu'il est nul, et donc que les 2 révocations qui ont suivi, c'est-à-dire celle du 5 août 2019, puis celle du 21 septembre 2021, elles sont nulles. Le juge Éric Meiss n'aura plus qu'à prendre cette décision. J'en suis persuadée, j'en ai l'intime conviction. Et je pense qu'il le sait. Et il sait que je sais qu'il sait. Ça, c'est ce que je pense. Mais évidemment, son inertie me conforte encore plus dans mon intime conviction. Mais cela constitue quand même, aux yeux de la loi, un déni de justice. Et donc, c'est la deuxième chose dont je l'accuse. Et puis, je l'accuse objectivement, je l'accuse d'être le complice du harcèlement moral orchestré par le rectorat de Reims et par la rectrice Hélène Incel et le DRH Cyril Bourgerie. Donc, je l'accuse d'être objectivement complice des responsables du rectorat de Reims. Voilà. Donc, voilà les trois choses dont j'accuse le juge administratif Éric Meiss. Et vous voyez ici donc l'accusé de réception qui est daté du 24 juillet 2023. Et comme pour le procureur de Reims, pour Cyril Bourgerie, eh bien, lorsque j'ai eu en main l'accusé de réception du procureur de Nancy, ou de son secrétariat évidemment, eh bien, tout de suite, je lui ai envoyé par un courriel, le 24 juillet 2023, je lui ai envoyé donc plusieurs pièces pour justement appuyer, étayer mes accusations. Donc, les pièces que je lui ai envoyées, il y en a 8. Et voici donc, vous avez la liste des pièces qui étaient jointes à mon courriel. Voilà. Et comme pour le procureur de Reims et comme pour Cyril Bourgerie, eh bien, je n'ai aucune nouvelle. C'est-à-dire que depuis le 24 juillet 2023, M. Éric Meiss, à ce que j'en sais, à ma connaissance, eh bien, n'a pas été convoqué à Nancy
pour répondre de mes accusations. Voilà. Et vous remarquerez la différence de traitement, c'est-à-dire que, alors que ça fait plus d'un mois, enfin presque un mois, que j'ai déposé plainte et que les deux procureurs à Nancy et à Reims ont reçu ma plainte et ont reçu les pièces qui étayent mes accusations, qui prouvent mes accusations. Rien ne se passe. Par contre, lorsque il y a une plainte contre moi pour ces trois chefs d'accusation, eh bien là, le gendarme, l'adjudant-chef Fabien Baudier m'a dit qu'il avait reçu le dossier mardi matin, 15 août, et il m'appelle immédiatement. Vous voyez? Et donc, s'il a reçu le dossier de cette plainte le mardi 15 août, cela veut dire qu'elle a été rédigée et déposée dans la semaine précédente. C'est évident. Donc, vous voyez la célérité. La célérité, ça veut dire rapidité. La célérité de traitement. Hein, lorsqu'on dépose plainte contre moi, alors là, vite, hop, en un clin d'œil, en un claquement de doigts, vite, Madame Chassard doit être convoquée pour répondre des accusations qui sont portées contre elle. Mais quand moi, je porte plainte contre des hiérarques, hein, un juge administratif à la Cour administrative d'appel de Nancy, le DRH du rectorat de Reims, alors là, j'en entends pas parler. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ça a été comme ça avec la douzaine de plaintes pénales que j'ai déposées depuis le 1er juillet 2016. Hein, c'est-à-dire qu'elles ont toutes été classées sans suite. J'ai fait des recours, évidemment, et elles ont toutes été classées sans suite, sans aucune enquête. Et sans que jamais une seule personne, parmi toutes celles que j'accusais, de harcèlement moral, de diffamation non publique, de complicité de harcèlement, de dénonciation calomnieuse, jamais aucune de ces personnes n'a été convoquée dans une gendarmerie ou un commissariat. Jamais. Mais moi, par contre, il y a eu 3 plaintes déposées contre moi par les mêmes personnes que j'accusais, et à chaque fois, j'ai été convoquée, comme ça. Vite, Madame Chassard, on vous accuse, il faut venir répondre aux accusations. Donc, j'appelle ça 2 poids, 2 mesures. Donc, pour revenir à l'identité possible de la personne qui porte plainte contre moi pour le deuxième chef. Donc, il faut que ce soit un chargé de mission de service public parce que je somme d'accomplir ou de s'abstenir d'un acte, de faire un acte relevant de sa mission. Donc, la première personne à laquelle je pense, c'est le juge administratif de la Cour administrative d'appel de Nancy. Et puis, il y a une autre personne. Donc, le 9 juin 2023, le même jour que le juge Éric Mess à Nancy recevait lui aussi une sommation interpellative afin qu'il prenne les 2 mesures d'instruction que je lui demande de prendre, eh bien, je faisais la même démarche auprès du recteur de l'Académie de Reims, qui s'appelle Olivier Brandouille, et qui est recteur de l'Académie de Reims depuis novembre 2020. Donc, je lui ai fait cette sommation interpellative par voie d'huissier, et donc, je le somme. Je vais vous mettre la dernière page avec voilà. Donc, je le somme, premièrement, de me communiquer 14 documents administratifs. Donc, vous avez l'intitulé ici. Et puis, je le somme également de me communiquer un choix de date possible pour que je puisse consulter, accompagné de mon avocat, Maître Alice Lerat ou d'un huissier de justice choisi par moi, mon dossier administratif avant le vendredi 23 juin 2023. Donc, cette sommation a été délivrée le 9 juin 2023. Eh bien, vous avez vu, enfin, vous comprenez fort bien que le délai du 23 juin a été dépassé et que je n'ai pas eu de réponse. Alors, la personne qui a reçu cette sommation s'appelle Cécile Cuvelier-Lalou, et elle est chef de cabinet d'Olivier Brandouille, chef de cabinet du recteur de l'Académie de Reims. Et donc, Cécile Cuvelier-Lalou, elle a répondu à l'huissier, eh bien, je transmets à monsieur le recteur. Voilà. Donc, monsieur le recteur Olivier Brandouille, il sait qu'il a reçu de moi cette sommation, et donc, il est possible que ce soit lui qui ait décidé qui est pensé, qui est considéré, subjectivement, bien sûr, que le fait d'être sommé par une citoyenne de la République française d'accomplir un acte qui relève de sa mission, parce que effectivement, en tant que recteur de l'Académie de Reims, c'est lui qui prend la décision, qui donne l'ordre au DRH de me communiquer des documents administratifs, eh bien, il est possible qu'il ait décidé que c'était un acte d'intimidation. Voilà, il est possible.
Donc, si c'est cela, bien, je répondrai que une sommation interpellative, ça s'appelle sommation interpellative, ça existe dans le droit, c'est un acte de procédure tout à fait courant que font les huissiers de justice, donc il ne s'agit absolument pas d'un acte d'intimidation, il s'agit d'un moyen pour contre un individu avec qui je suis en conflit, avec qui je suis en contentieux, il s'agit pour moi d'exiger officiellement que cet individu accomplisse sa mission, et sa mission, c'est de respecter la loi et de respecter la Constitution en me communiquant des documents administratifs auxquels j'ai droit. Et donc, je respecte la loi parfaitement, je respecte la procédure parfaitement en utilisant la sommation interpellative. Donc, si c'est bien monsieur Brandouille, ça pourrait être aussi le juge de Nancy, Éric Mess, puisque lui aussi a reçu cette sommation, d'accord? Donc, si l'un ou l'autre, ou peut-être Cyril Bourgeois en tant que DRH, je ne sais pas. Donc, s'ils estiment qu'un tel acte est un acte d'intimidation, eh bien, je les invite à replonger dans leur cours de droit et à vérifier ce que veut dire intimidation et ce que veut dire sommation interpellative. Voilà, c'est tout. Donc, j'utilise tous les moyens légaux depuis 2016 à ma disposition pour défendre mes droits, mon honneur et pour faire éclater la vérité. C'est tout. Mais si subjectivement, monsieur Brandouille ou monsieur Éric Mess ou monsieur Bourgeois a l'impression que je cherche à les intimider, eh bien, c'est leur problème. C'est une interprétation subjective, sans plus. Voilà, donc ça, c'est pour le deuxième chef d'accusation. Alors, on revient au troisième. Le harcèlement moral. Voilà. Propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail pouvant attenter au droit, à la dignité, à la santé ou à l'avenir professionnel d'autrui. C'est exactement ce que j'ai subi à 3 reprises depuis 2013, donc depuis 10 ans. C'est exactement ce que j'ai subi dans 3 établissements différents. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à écouter les vidéos que j'ai publiées récemment, donc les directs que j'ai publiés récemment, parce que je fais le récapitulatif de ces trois harcèlements que j'ai subis et combattus. C'est exactement cela que j'ai subi. La première fois, en 2013-2014, au collège Péry-Marie Curie à Dreux, dans l'Eure-et-Loire, dans l'académie d'Orléans-Tours, de la part d'une principale cheffaillonne qui s'appelait Nathalie Gauthier, et qui, bien sûr, avait reçu des consignes de la part de la DSDEN d'Eure-et-Loire et de la part de la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours, qui s'appelait à l'époque Marie Régnier. C'est exactement ce que j'ai subi en 2016 au collège de Grand-Pré, dans les Ardennes, de la part d'une principale, ou plutôt d'une cheffaillonne harceleuse qui s'appelle Nathalie Aulas-Moffret, évidemment soutenue par la DRH du rectorat de Reims, Delphine Viau-Legouda, et par la rectrice de l'académie de Reims, Hélène Incel. Et c'est exactement ce que j'ai subi de la part de la principale cheffaillonne harceleuse Valérie Richard au collège Louis Pasteur de Suippes dans l'année 2018-2019. Valérie Richard était évidemment soutenue par le DRH du rectorat de Reims, Cyril Bourgeois, la rectrice d'académie, Hélène Incel, et par une cabale diffamatoire d'une vingtaine de profs du collège de Suippes, plus 3 personnes qui sont extérieures au collège de Suippes, qui s'appellent l'un Christophe Girardin, un délégué syndical, et 2 parents d'élèves, madame et monsieur Michel. Ces 3 harcèlements que j'ai subis et combattus avaient tous pour point commun, premièrement, j'avais dénoncé un dysfonctionnement à l'intérieur de l'établissement. Donc, ma dénonciation s'était faite selon les règles de l'alerte, c'est-à-dire progressivement. Et deuxièmement, ces 3 harcèlements avaient pour but, quasiment exclusif, de me placardiser, c'est-à-dire de m'empêcher d'exercer toutes mes activités pédagogiques en tant que professeur en documentation avec les élèves de l'établissement. Et le but ultime a été de m'éjecter de l'établissement. Et donc, dans le dernier établissement, le collège Louis Pasteur de Suippes, c'est ce qui est arrivé le lundi 14 janvier 2019. Et là, je vous renvoie aux 4 émissions en direct que j'ai fait récemment sur cette journée, sur avant, pendant et après cette journée.
Pour cette accusation de harcèlement moral, je pense qu'il est très possible qu'elle ait été portée par les mêmes profs qui m'ont diffamé à l'automne 2018, entre septembre et décembre 2018, qui m'ont diffamé dans mon dos à l'intérieur du collège Louis Pasteur à Suippes. Ces profs sont au nombre d'une vingtaine et j'ai leur nom, bien sûr, et je les ai déjà accusés, que ce soit publiquement dans des vidéos, que ce soit par écrit dans des courriels, ou que ce soit officiellement par une plainte pénale, je les ai déjà accusés de m'avoir diffamé et d'avoir monté contre moi une cabale diffamatoire et d'avoir fait contre moi une dénonciation calomnieuse. Je les ai déjà accusés de cela à plusieurs reprises. Et à chaque fois que je les ai accusés de cela, ces profs n'ont pas fait la seule chose évidente et logique qu'ils auraient pu faire s'ils avaient été dans leur bon droit, s'ils n'avaient pas été en tort. C'est-à-dire qu'ils auraient pu, tout simplement, assumer les quelques 60 textes mensongers et diffamatoires qu'ils ont rédigés, qu'ils et elles ont rédigé contre moi pendant 4 mois dans mon dos. Ils et elles auraient pu les assumer publiquement et dire « mais oui, j'ai écrit ce texte et ce texte et ce texte contre Madame Chassard, et tout ce que je dis dans ces textes, même si je n'ai jamais dit à Madame Chassard en face, eh ben, j'estime que c'est vrai, et donc j'assume. » Ces profs, s'ils s'étaient sentis dans leur bon droit, en écrivant des mensonges sur moi, eh bien, ils auraient pu assumer et dire ouvertement « ben oui, j'ai écrit ça sur Madame Chassard, et puis je continue à dire que c'est vrai. » Mais pas du tout. Aucun de ces profs n'a fait cela depuis que j'ai commencé à les accuser de diffamation et de dénonciation calomnieuse, c'est-à-dire depuis décembre 2018 pour 3 de ces profs, Nicolas Rio, professeur de mathématiques au collège Louis Pasteur de Suippes, Angélique Thirier, professeur de lettres au collège Louis Pasteur de Suippes, et Delphine Ricard, et Florian Dangui, conseiller principal d'éducation au collège Louis Pasteur de Suippes, ces trois individus, je les ai accusés en décembre 2018, avec des preuves, évidemment. Et les autres profs qui m'ont diffamé dans mon dos entre septembre et décembre 2018, étant donné que je n'ai eu connaissance de leurs écrits que le 17 mai 2019, c'est-à-dire 8 mois plus tard, eh bien, j'ai pris du temps pour examiner ce qu'ils et elles avaient écrit, et j'ai porté plainte contre ces profs, contre 22 personnes, individus, en janvier 2020, auprès de la procureure de Châlons pour dénonciation calomnieuse. Et évidemment, comme moi, je ne fais jamais les choses dans le dos, dès que j'ai porté plainte contre ces profs, je les en ai informés par courriel. Je leur ai dit par courriel que je venais de porter plainte. Donc, que ce soit en 2018, en 2019, en 2020, en 2021, où j'ai fait des vidéos, où j'ai nommé tous les profs qui m'avaient diffamé, d'accord? Jamais, aucun et aucune de ces profs n'a fait une petite vidéo pour dire bah, Madame Chassard, elle m'accuse de quelque chose, mais moi, je tiens à dire que ce que j'ai écrit contre elle, c'est toujours, j'estime que c'est vrai, et voilà, je l'affirme ouvertement, j'assume. Aucune de ces personnes n'a fait ça. Par contre, je pense qu'il est très possible que ces personnes, donc, se soient regroupées, soit spontanément, soit sur les conseils bienveillants de leur hiérarchie, se soient regroupées pour dire « Oh, Madame Chassard, elle continue à nous faire du mal. Madame Chassard, elle nous met en copie des courriels qu'on envoie au juge de Nancy et au DRH Bourgerie en juin 2023. Et puis nous, ça nous fait beaucoup de mal parce que ça nous perturbe, ça nous déstabilise. Nous, depuis 4 ans, on croyait que l'affaire était réglée, qu'elle était morte et enterrée, Madame Chassard, et qu'elle avait disparu de la circulation. Et puis là, elle refait surface et elle nous remet en tête ce qu'on a fait contre elle dans son dos il y a 4 ans et ça nous déstabilise.
et peut-être que si on est malade à la rentrée scolaire, peut-être qu'on ne pourra pas assurer nos cours envers les élèves, hein, parce que vraiment, si on est affaibli, à notre état psychologique altéré, nos conditions de travail dégradées, on ne pourra pas assurer nos cours. Et donc, ces profs peuvent avoir reçu le conseil, justement, de porter plainte contre moi pour harcèlement moral, parce que effectivement, sont dans un tellement sale état depuis que je dis publiquement et ouvertement ce que j'ai déjà dit depuis 2019, c'est-à-dire que ces gens m'avaient diffamé, eh bien, aucun de ces profs n'ose dire, ben, moi, j'ai écrit ça contre Madame Chassard, et puis j'en suis fière, et puis j'assume. Non, non. Non, non, ils n'osent pas dire ça et ils ne diront jamais ça. Parce qu'ils savent que ce qu'ils ont écrit contre moi, ce sont des mensonges. Ils le savent très bien. Ils et elles le savent très bien. Mais, par contre, le fait de porter plainte contre moi pour harcèlement moral, eh bien, ça les pose en victime. Vous voyez, c'est l'inversion, l'accusation, comment on dit, l'inversion accusatoire. Voilà, tout simplement. Donc, ces gens-là m'ont diffamé et se sont mis à plusieurs contre moi pour me diffamer dans mon dos à l'automne 2018, mais ils renversent la vapeur et ils se présentent comme des victimes. Voilà. Donc, j'arrive au bout de cet enregistrement. Ah oui, ah non, je ne suis pas au bout de mes peines. Non, c'est qu'à de le dire. Donc, ça, c'était pour vous expliquer le contexte de l'audition qui va avoir lieu samedi 19 août 2023 à la gendarmerie de Mourmelon-le-Grand dans la Marne à 8h30. Donc, normalement, je devrais ressortir libre de cette audition. Et dans ce cas-là, bien sûr, je vous ferai un compte-rendu par un direct sur ma chaîne YouTube et par une capsule TikTok ou une vidéo sur LinkedIn. Mais il est possible, comme je vous l'ai dit au début, il est possible donc que je sois à l'issue de cette audition libre et sur décision de la personne qui est au parquet de Châlons-Champagne, eh bien, que je sois placée en garde à vue. Voilà, c'est tout à fait possible. Alors, maintenant, je vais vous montrer un autre document que j'ai aussi reçu récemment et qui me fait justement penser qu'il y a anguille sous roche. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ceci? Donc, ceci fait référence à une autre, une autre accusation dont j'ai été l'objet en 2021-2022. Et je pense que ça, vous en avez plus entendu parler. Donc, vous devez savoir que je suis la citoyenne de la République qui, le 12 septembre 2020, a été filmée à son insu dans une manifestation de Gilets jaunes à Paris et que j'ai fait une diatribe contre Macron, qui, je le répète, à mes yeux, est un dictateur et qui n'est qu'un locataire de l'Élysée. Et j'ai donc dénoncé plusieurs agissements délictueux, voire criminels, du dictateur Macron lors de la tyrannie covidiste. Donc j'ai été filmée à mon insu par un autre citoyen qui a mis une petite vidéo de 2 minutes 36 sur sa page Facebook et en quelques mois, cette vidéo est devenue virale. Alors, pourquoi est-elle devenue virale? J'espère que c'est en partie parce que à cause des propos, de mes accusations claires et explicites contre les agissements délictueux, voire criminels de Macron et de son gouvernement, bien sûr. Mais elle est aussi devenue célèbre à cause du slogan final que j'ai lancé et qui était totalement spontané. Donc, j'ai crié. Alors, j'ai crié parce que je n'avais pas mon mégaphone ce jour-là. Donc, évidemment, j'ai crié à forte voix. Donc, j'ai crié Macron destitution, Macron décapitation, et Macron, explosion. Et donc, je répète ce que j'ai dit et redit depuis lors, le mot décapitation n'était absolument pas une menace de mort matérielle, parce que, évidemment, comme je l'ai dit à la substitut de la procureure en octobre 2021, je ne pense pas avoir les moyens de louer un hélicoptère et d'atterrir sur le toit de l'Élysée et de m'introduire cagoulé pour décapiter Macron avec un cimetière. Donc, c'était un slogan. Ces 3 mots, c'était un slogan historico-politique et le mot décapitation faisait explicitement, évidemment, je n'ai pas expliqué le contexte. Donc, si on n'a pas trop de culture historique, comme c'était apparemment le cas de la substitut de la procureure, eh bien, on ne pouvait pas comprendre. Donc, le mot décapitation, placé après le mot destitution, faisait référence à Louis XVI, ce traître à la nation, qui a été jugé lors d'un procès pendant lequel il a bénéficié de 3 avocats. Il a été donc jugé dans un procès en novembre-décembre 1792, et donc il a été guillotiné, il a été condamné à la peine de mort par un vote.
Et il a été donc guillotiné le 26 janvier 1793. Et donc, le mot décapitation faisait référence à cela, c'est-à-dire que je considère toujours que Macron est un dictateur et que ses agissements criminels depuis qu'il est à l'Élysée et surtout depuis le coup d'État covidiste du 16 mars 2020, je considère qu'il mérite d'être jugé, traduit devant un tribunal comme traître à la patrie, traître à la nation et condamné à la peine de mort. Et donc, c'était une référence au guillotinage de Louis XVI. Mais évidemment, le fait que cette vidéo soit devenue virale, là encore, je n'ai absolument rien à voir avec le fait qu'elle soit devenue virale, parce que je ne suis pas dans les réseaux sociaux. Et donc, au printemps 2021, eh bien, la procureure de Châlons-en-Champagne, qui s'appelle Ombéline Mahuzier, a donc considéré toute seule, comme une grande, que ce que j'avais dit contre Macron était une menace de mort. Et donc, à ce moment-là, elle m'a accusée d'avoir menacé de mort Macron et donc, elle m'a poursuivi pour me traduire au tribunal correctionnel. Donc, j'ai été entendue en garde à vue, toujours à la gendarmerie de Mourmelon-le-Grand, en octobre 2021, et cela s'est très bien passé, parce que les 2 gendarmes qui m'ont auditionné ont été parfaitement corrects, c'était des gendarmes exemplaires. Et la procureure a estimé que donc mes explications, elle en avait une autre lecture, elle les a écartées, et donc elle a considéré que oui, c'était quand même une menace de mort. Donc, j'ai été condamnée le 28 mars 2022 au tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne à 3 mois de prison avec sursis, et surtout avec un sursis probatoire de 2 ans. Donc, j'ai très bien compris ce que signifiait ce sursis probatoire. C'est tout simplement une manière de maintenir une surveillance à mon encontre et de maintenir une épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Le sursis probatoire, ça consiste à respecter certaines obligations générales. Il y en a 6. Et l'une de ces obligations, c'est de se rendre de temps en temps, régulièrement, au service pénitentiaire de probation et d'insertion de la Marne. Voilà. Donc, c'est l'endroit où je me suis rendue et où je suis convoquée le 31 août 2023 à 10h. Donc, la première fois que je me suis rendue au service de probation et d'insertion pénitentiaire, donc je vais dire le SPIP. Donc, la première fois que je me suis rendue au SPIP, c'était le 6 mai 2022. Donc l'année dernière, et depuis, eh bien, je m'y suis rendue régulièrement, en général tous les 2-3 mois. Voilà. Et je suis reçue par un agent de probation. Pour l'instant, je ne dis pas son nom. Enfin, si, je dis son nom. Il s'appelle Monsieur Martins. Et il est très courtois. Il fait très correctement son travail. Il me demande comment je vais. Il prend des notes à chaque fois dans son ordinateur pour son dossier. Et puis, normalement, à la fin du sursis, il rédige un rapport. Et puis, il transmet ce rapport au juge d'application des peines. Voilà. Et donc, le 6 mai 2022, lorsque je suis venue pour la première fois le rencontrer, M. Martins, à Châlons-en-Champagne, eh bien, il m'avait demandé d'amener quelques documents avec moi. Et donc, évidemment, je les lui ai amenés. Donc, je lui ai amené à ce jour-là, pour qu'il ouvre le dossier sur moi, je lui ai amené la copie de ma carte d'identité nationale, une quittance de loyer de moins de 3 mois, une facture d'énergie de moins de 3 mois et le justificatif que j'avais bien payé les dommages auxquels j'avais été condamnée au tribunal. Donc, ça se montait à 900 et quelques euros. D'accord ? Donc, évidemment, j'avais payé, évidemment, j'avais le justificatif et je lui ai amené tout ça. Et puis, donc, je trouve dans ma boîte aux lettres, le 15 août, un courrier de M. Martins qui est daté du 3 août. Je ne sais pas s'il y a... Voilà, donc un courrier qui est daté du 3 août et qui a été posté à Châlons-en-Champagne le 7 août. Mais moi, personnellement, je ne regarde pas tous les jours ma boîte aux lettres. Et donc, j'ai ouvert ma boîte aux lettres le 15 août, donc avant-hier, et j'ai trouvé ce courrier. Et là, si vous voulez, il y a 2 choses qui m'ont paru bizarres. Donc, premièrement, depuis que j'avais rencontré M. Martins le 6 mai 2022, pour la première fois, eh bien, il ne m'adressait plus de convocation écrite.
comme nous avions noué une relation tout à fait correcte, eh bien, il se contentait de m'appeler au téléphone quelques jours avant la date à laquelle il voulait me rencontrer. Il me disait, bon ben voilà, je voudrais vous voir tel jour, à telle heure, ça vous va, ok, si ça vous va pas, on peut changer, voilà. Ça se passait par téléphone, tout à fait courtoisement, c'était très rapide et paf, aucun problème. Et puis là, donc je reçois cette convocation pour le 31 août 2023 à 10h. Donc déjà, le fait que ce soit un document écrit, alors que nous avons pris l'habitude depuis un an de le faire par téléphone, ça me surprend. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus, comment dire, c'est plus solennel comme convocation. Et surtout, cette fois-ci, il y a une liste de documents que je dois apporter. Et vous voyez, cette liste, elle est très longue. Hein, j'ai compté, il y en a 26. Il y en a 26. Donc effectivement, dans cette liste, ce qui m'a étonné, c'est d'abord le nombre. Parce que quand vous êtes une citoyenne lambda ou un citoyen lambda, je pense que ça doit, comment dire, mince, tout ça, ça doit faire un peu peur, quoi. Vous voyez, oh là là, je vais devoir chercher tous ces documents et tout ça, et pourquoi on me demande tout ça, vous voyez. Donc j'estime, je considère, c'est une opinion, que le fait de m'adresser cette liste par écrit, alors que je suis à 7 mois de la fin de mon sursis probatoire, qui va se terminer en mars 2024, eh bien, j'en suis venue à penser que c'était peut-être une manœuvre d'intimidation. Hein. Alors évidemment, j'affirme bien que je ne pense absolument pas que M. Martin soit en cause. M. Martin est un agent de probation qui fait bien son travail et qui reçoit des consignes. Et je le lui ai écrit par courriel d'ailleurs. Je ne mets absolument pas en cause M. Martin, mais je me dis que le fait de m'adresser cette liste avec 26 documents, eh bien, c'est peut-être une manœuvre d'intimidation pour me déstabiliser. Voilà. Et puis, surtout, il y a dans ces 26 documents des documents que je ne peux absolument pas fournir parce que ça ne me concerne pas. Exemple, le contrat de travail. M. Martin, il sait très bien que j'ai été révoqué, même si, bien sûr, ces deux révocations sont l'une en appel à la Cour administrative d'appel de Nancy et l'autre au tribunal administratif de Châlons-Champagne, c'est-à-dire ces deux révocations, je les conteste et je vais les faire annuler, quel que soit le temps que ça me prenne, je vais les faire annuler. Donc, M. Martin sait que je n'ai pas actuellement de contrat de travail, ni de promesse d'embauche. Hein, voilà, il le sait. Donc, je ne vois pas pourquoi on me demande un contrat de travail. Justificatif de recherche d'emploi, M. Martin sait très bien qu'actuellement, je ne suis pas inscrite à Pôle emploi. J'ai certaines raisons pour cela, je l'ai été, et puis ensuite j'ai été placée par mon médecin en congé maladie parce que j'étais malade, et ensuite je n'ai pas pu me réinscrire à Pôle emploi. Un bulletin d'hospitalisation, je ne vois pas pourquoi, mais bon, je fournirai l'hospitalisation à laquelle, enfin, la consultation que j'ai faite à l'hôpital de Châlons-Champagne le 14 janvier 2019, lorsque j'ai été expulsée de mon établissement, le collège Louis Pasteur de Suippes, par le DRH Bourgerie, Cyril Bourgerie, accompagné accessoirement par 3 vigiles du rectorat de Reims. Donc, je lui emmènerai ça s'il le veut. Et puis, je ne vois pas pourquoi on me demande... attendez, il y a un document qui s'appelle... attestation de participation à un stage prononcé dans le cadre de la condamnation. Monsieur Martin sait très bien qu'il n'y a jamais aucun stage qui a été prononcé dans le cadre de ma condamnation. Je ne vois pas pourquoi on me demande ça. Justificatif de paiement des pensions alimentaires. Monsieur Martin sait très bien que je suis célibataire, sans enfant à charge, donc je ne paie de pension alimentaire à personne, vous voyez. Tout ça me paraît un inventaire un petit peu à la Prévert. Alors le dernier, évidemment, le dernier document, accord du maître des lieux pour installation du dispositif de placement sous surveillance électronique. Donc, vous savez, le fameux bracelet électronique. Donc, je veux dire, pour l'instant, je ne suis absolument pas condamnée à porter un bracelet électronique. Donc, je ne vois pas pourquoi ce document figure. Voilà. Donc, tout ça me paraît bizarre. Hein, et encore une fois, je pense que cette convocation pour le 31 août 2023, c'est un jeudi, eh bien, je pense que c'est quelque chose qui est bizarre. Et en tout cas, c'est quelque chose qui est destiné à me déstabiliser et à m'intimider. Voilà. Et puis surtout, eh bien, c'est la date qui m'a un peu... Hein, c'est-à-dire depuis le temps que je combats les hiérarques du rectorat de Reims, quelques hiérarques, j'aime bien la précision, même si certains pensent que c'est du pinaillage.
mais les mots ont un sens et mieux vaut les utiliser dans leur sens précis. Donc, quelques hiérarques du rectorat de Reims que je suis amenée à combattre depuis le 1er juillet 2016, eh bien, qui ont des agissements de nature mafieuse. Donc, depuis que j'ai appris cela, je me méfie évidemment de ces personnages, et donc je me dis que peut-être il y a anguille sous roche, parce que le 31 août, c'est la veille du 1er septembre. La palissade, me direz-vous. Oui, mais le 1er septembre 2023, c'est le jour de la pré-rentrée des profs de l'éducation nationale. Et donc, il est possible, je dis bien possible, que, ayant peur de toutes les vérités que j'ai recommencé à dire publiquement et à étayer avec des preuves objectives que je montre à l'écran dans les vidéos que je publie sur ma chaîne Canal Jacques sur YouTube et sur mon compte TikTok et sur mon compte LinkedIn. Donc, il est possible que, ayant peur que ces vérités ne fassent tache d'huile ou ne leur explosent à la figure, il est possible que quelques personnes aient fait jouer leur relation ou aient fait jouer leur réseau d'influence pour avoir l'idée peut-être que si le 31 août 2023, je n'arrive pas au SPIP de la Marne à Châlons-en-Champagne avec les 26 documents qui sont listés dans cette convocation, il est possible que M. Martins, à regret, soit obligé de me dire « Madame Chassard, je vous avais demandé 26 documents et vous ne les apportez pas les 26, donc je suis au regret de vous dire que vous ne respectez pas une des conditions générales de votre sursis probatoire. Et alors dans ce cas-là, votre sursis probatoire peut être révoqué, vous le savez, et donc il est possible que je doive vous faire emmener par des gendarmes pour aller directement à la casse-prison. » Voilà, c'est possible. Je ne connais pas le degré de probabilité, mais c'est possible. Et donc, je tenais à en faire part à Stéphanie Reynaud, Ronald Guillaumont, Nicolas Bouvier, et bien sûr, mes amis et camarades qui font partie de mon équipe de soutien ou qui n'en font pas partie. Donc, je tenais à ce que ces risques, soient exposés devant vous, pour que si, le 31 août 2023, ou si, je remets le document, le 19 août 2023, je sois, ou si, entre les deux dates, le 19 août et le 31 août, si il prenait l'envie au procureur de Châlons-en-Champagne, étant donné que les procureurs de la République ne sont pas des magistrats indépendants et sont simplement des préfets judiciaires qui obéissent aux ordres de leurs supérieurs, c'est-à-dire le ministère de la Justice et donc le gouvernement. Donc, étant donné que ces procureurs ne sont pas des magistrats indépendants, mais des préfets judiciaires, eh bien, il est possible que la personne qui est remplacée en Béline Mahuzier reçoive l'ordre ou spontanément en ait envie de révoquer mon sursis probatoire et de me faire les 3 mois de prison auxquels j'ai été condamnée le 28 mars 2022. C'est possible. Je suis en train de préparer évidemment les choses pour me protéger si jamais cela doit arriver. Voilà. Alors, il y a aussi autre chose que vous devez savoir, enfin que je vous demande de savoir, c'est que j'ai chez moi plusieurs milliers de pages de documents qui retracent mon combat contre l'organisation mafieuse dans le rectorat de Reims du harcèlement moral contre moi depuis 2016. Et donc, je vais vous montrer une petite capsule que j'ai tournée hier avec mon amie Vanessa, dans lesquelles il y a des milliers de pages qui reflètent mon combat contre le harcèlement moral du rectorat de Reims depuis juillet 2016, plutôt depuis le printemps 2016. Et si tu veux, je t'explique justement le sens de ces différentes couleurs. Oui. Alors, nous avons d'abord le noir. Donc le noir, ce sont tous les agissements de harcèlement moral, diffamation, ostracisation,
Placardisation dirigée contre moi par, premièrement, deux cheffaillonnes harceleuses, Nathalie Aulas-Beaupré à Grandpré dans les Ardennes et Valérie Richard à Suippes dans la Marne. Et bien sûr, le trio des hiérarques du rectorat de Reims, la rectrice Hélène Incel, la première DRH Delphine Viole-Gouda et le deuxième DRH, l'actuel Cyril Bourgeois. En noir ici toujours, parce que ça reflète la noirceur de leurs agissements, la correspondance avec tous les gens du rectorat, des établissements, de la DSDN des Ardennes ou de la Marne. En rouge, toutes les plaintes pénales que j'ai déposées depuis 2016 et qui malheureusement ont été classées sans suite, sans aucune enquête préliminaire. Étrange. Étrange. En vert, d'une part, il y a les 3 accidents de service que j'ai dû déclarer pour choc psychologique, 1er septembre 2017, 10 septembre 2018 et 14 janvier 2019. Et d'autre part, il y a de la correspondance avec des personnalités à qui je me suis adressée pour demander de l'aide. En bleu, ce sont les articles juridiques et les textes juridiques et les arrêts de jurisprudence qui me montrent comment lutter contre le harcèlement moral, comment utiliser le droit pour me défendre. En orange, tous les documents qui sont relatifs à ma chaîne YouTube et aux vidéos que je publie pour justement expliquer aux gens qu'est-ce que c'est que le harcèlement moral dans la fonction publique et comment lutter contre cela. Et puis en jaune, une couleur dont je sais que tu aimes bien, Vanessa, en jaune, ce sont tous les recours contentieux que j'ai déposés depuis 2016 au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et à la cour administrative d'appel de Nancy. Et je suis même allée au Conseil d'État et à la CEDH à 2 reprises. Donc tout ça, Vanessa, ce sont tous les recours que j'ai déposés et qui malheureusement ont été presque tous rejetés, sauf ceux contre les 2 révocations. Et je te montre le dossier qui contient mes recours contre les 2 révocations, celle de 2019 et celle de 2021, qui ne sont toujours pas véritablement instruites par les 2 juges à Nancy et à Châlons-en-Champagne. Pourquoi je vous montre ça? Parce que ces dossiers, c'est Vanessa qui m'a fait remarquer hier, mais j'y avais déjà pensé, c'est vrai, il y a quelque temps, ces dossiers, en fait, contiennent toutes mes preuves. Et donc, il est possible, encore une fois, il est possible que si jamais je suis placée en garde à vue, si jamais le sursis probatoire est révoqué et si jamais je dois aller en prison pour 3 mois, eh bien, il est possible que le parquet ordonne une perquisition de mon appartement et dans ce cas-là, il est possible que tous ces documents disparaissent. Donc, évidemment, je vais prendre des mesures pour les mettre en lieu sûr. Et deuxièmement, j'ai une sauvegarde aussi sur un disque dur externe, évidemment. Donc, celui-là aussi, je vais le mettre en lieu sûr. Et puis, je voulais que vous connaissiez l'existence de ces dossiers. Donc, l'ensemble de ces dossiers mis bout à bout, ça fait 2 mètres linéaires. Un tout petit peu plus que 2 mètres linéaires. Voilà. Et donc, c'est quelque chose d'important. Et au cas où, encore une fois, il faut tout prévoir je redis, avec des gens, avec des individus qui ont des comportements mafieux à l'intérieur de l'éducation nationale, il faut penser à tout. Voilà, c'est tout. Donc, je voulais que vous en ayez connaissance, je voulais que le public en ait connaissance, au cas où il arriverait quelque chose à mes documents.